Pour vous permettre de vous mettre au parfum de l'actualité sociopolitique de la semaine, renouvelez votre fidélité à l'écoute de cette émission Au fil de l'actualité qui vous parvient du lundi au vendredi de 10h05 à 10h55. Aujourd'hui, nous recevons dans ce studio le secrétaire général du PDG RDA, le premier parti au pouvoir de la Guinée indépendante, dirigé à l'époque par le feu Ahmed Sékou Touré. Pour assurer la continuité et pérenniser l'idéologie du PDG en Guinée, Parti démocratique de Guinée, le jeune Mohamed Touré, fils du premier président de la République de Guinée, s'est engagé en politique. Comment il est venu en politique? Sa chance de briguer la magistrature suprême en République de Guinée, les biens de feu Ahmed Sékou Touré à Conakry mais aussi à Farana, la situation politique actuelle, la CENI sont entre autres sujets abordés. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir effectué le déplacement. C'est à moi de vous remercier. Voilà, on parle de la vie politique, on parle des élections locales, des élections présidentielles, on parle des leaders politiques. Vous êtes un leader politique, vous êtes un acteur politique, mais dites-nous comment vous êtes venu vraiment dans ce monde encore important qui est le monde politique. Comment est-ce que je suis venu en politique? Bon, je crois que en Guinée, particulièrement à une époque, c'est-à-dire tous ceux de ma génération, un peu ceux avant, et quelques-uns de ceux après, sont tous pratiquement nés dans la politique. Nous vivions dans une nation très politique. Le président Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de notre révolution démocratique africaine, le disait souvent. Quand le parallèle devait être fait entre l'économie et la politique. Il disait, nous faisons l'économie de notre politique et non la politique de notre économie. Ce qui veut dire que l'aspect politique chez l'homme est premier, il est prépondérant, parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui détermine le cours des choses. Et puisque le régime du PDG était un régime profondément populaire et démocratique, il assurait, il poussait, il insinuait tout le monde à faire de la politique. Donc tout le monde participait effectivement à la décision politique concernant la nation. Tous les citoyens. Quand on est né dans un contexte comme ça, on est né politique. Ceci dit, comme beaucoup d'autres Guinéens, j'ai commencé à militer avant peut-être l'âge de 7 ans. À 7 ans déjà, j'étais pionnier dans une organisation politique qui correspondait à l'âge que j'avais. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma vie, puisque tout était politique. À l'école, on était politique. Dans les classes, on votait pour des commissaires de classe, 3 par classe. Ensuite, les conseils d'administration qui participaient à la gestion déjà en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève, depuis le primaire, qui participaient à la gestion de l'établissement à côté des administrateurs désignés à cet effet. Donc, la pratique de la politique était insinuée, était apprise, était enseignée dès le biberon. Et ça pour tout le monde. Je n'ai pas fait l'exception. Alors, il se trouve qu'à un moment donné de l'évolution du parti, d'abord j'ai fait un exil de 25 ans d'un quart de siècle, après la prison de 4 années que j'ai faite ici avec
parce que je crois que j'étais le fils de mon père. Le secrétaire général, l'exil a commencé quand est-ce? L'exil a commencé à partir de 88. À 84-88, j'étais 4 ans de prison. Et ensuite... prison en Guinée ou à l'extérieur? Non, l'exil. L'exil, c'est forcément à l'extérieur. Donc, je dis, mais j'ai toujours participé à la vie de mon parti. Toujours. De l'exil, de la prison déjà. Après, en exil, parce qu'à la prison, c'était certainement la clandestinité. Mais après, quand il a été décidé de faire ce qu'ils ont appelé la démocratie intégrale, le PDG a postulé et le PDG a repris ses activités. Donc j'ai toujours été en contact avec mon parti et à mon retour de cet exil, j'ai continué à militer plus activement sur le terrain à Conakry. J'ai intégré les structures du parti et de fil en aiguille, j'ai été, après le 14e congrès, élu comme secrétaire général. Avant de continuer sur votre élection comme secrétaire général à la tête de cette formation politique, vous avez effleuré un point tout à l'heure pour ne pas que cette nuance reste dans la tête de certains auditeurs, que vous étiez en prison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous étiez en prison? Est-ce que vous étiez en prison en Guinée ou bien qu'est-ce que vous appelez prison? La prison effective, c'est-à-dire la détention à la prison de Kindia, plus précisément. Après le coup d'État d'avril 84, le prétexte a été que c'est la famille qui était l'ennemi numéro 1 de la nation, la famille. C'était limité à ça. Et donc, avec les membres du gouvernement, avec ce que j'appelle le leadership historique du PDG, la famille a été emprisonnée. J'ai subi ce sort avec ma mère, avec ma soeur, avec mes tantes. Ma soeur a fait moins de temps, elle a fait 15 mois, je crois. Aminata? Oui. Et mes tantes ont fait 2 ans à peu près. Ma mère et moi, nous en avons fait 4 années. Et donc c'est ça la prison. Donc voilà, je dis après ça, j'ai eu donc l'exil. Parce qu'il m'a été clairement notifié que si j'ai fait la prison une fois, je peux encore faire la prison. Est-ce qu'il y a eu des jugements après? Jugement de qui? C'est-à-dire que vous étiez en prison, on vous a jugé? Bien sûr que non. Il y a eu un verdict qui a été annoncé. Il n'y a pas eu de jugement. Juger quoi? D'abord, pourquoi on allait me juger? J'ai été en prison pourquoi? Votre crime parce que vous êtes de la famille de le feu, fils le du fils. président Ahmed Sékou Touré. C'est le crime. C'est la seule explication que je puisse donner. Mais comment, quand on a dit que vous devriez sortir, qui vous a, est-ce que vous étiez gracié ou bien c'est quelle décision qui vous a permis de recouvrir votre liberté? Gracié, je ne sais pas, en fait, j'ai été en prison parce que de la même manière que j'ai été en prison, de la même manière je suis sorti de prison. Je sais qu'un jour une décision a été prise sur laquelle on a dit Mohamed Touré, etc., toute la liste de tous ceux qui avaient été arrêtés, condamnés à 7 ans de travaux forcés. Bon, sur 7 ans, après 4 ans, si on m'a libéré, allez-y comprendre quelque chose. C'est une situation complètement fabriquée, complètement extraordinaire et qui ne correspond à aucun fait, à aucune justice, à aucune procédure. Ça a été fait. Et on l'assume. Après, ici, vous êtes parti au Maroc ou bien aux États-Unis? Non, je suis parti au Maroc avec ma maman. Il faut dire que je ne voulais vraiment pas sortir, moi personnellement. Ma maman était... Pourquoi? Parce que je n'en voyais pas la nécessité. J'avais fini mes études ici, j'avais commencé à travailler. Bon, j'étais dans mon pays, je voulais bien rester dans mon pays et continuer à évoluer. Bon, ma maman, avec l'âge, nécessitait quand même des soins et un contrôle médical, ce qui justifiait son départ. Moi, je ne sais pas, je serais allé peut-être l'accompagner. Mais expressément, il m'a été notifié que la voie de l'exil était la meilleure.
Ouais. Il y a notamment un monsieur qui est le commandant Sow, qui était membre du comité militaire de redressement national, qui, à ma sortie, se trouvait à Farana comme gouverneur, me l'a dit, peut-être comme un conseil. Mais il m'a dit, écoute, tu es jeune, tu as déjà fait la prison, il ne faut pas croire que tu ne vas pas refaire la prison. Alors, si l'opportunité t'est donnée de partir, il faut partir. Donc, c'était en termes clairs. C'était une autorité à l'époque qui s'adressait à moi de ce point de vue, et il fallait que je le prenne en compte. Je l'ai moins pris en compte d'ailleurs que ma famille ne l'a pris en compte, parce que moi j'ai résisté, mais bon, les pressions ont voulu que ça se passe autrement. Dieu merci. Dieu merci, parce que j'ai pu aller, j'ai fondé une famille, je me suis marié à une jolie Guinéenne avec laquelle j'ai fait 5 enfants. Oh, wow. Ouais. Et donc, quand cette personnalité de Farana vous a parlé, c'était à vous dire que c'était possible encore de renouveler votre expérience de la prison. En fait, c'est ce qu'il m'a dit, à peine voilé. En termes clairs. Non, il me l'a dit carrément comme ça. Et c'est le gouverneur de Farana à l'époque, le commandant Sow. Ouais. D'accord. Vous, vos études, on voit beaucoup de ministres, beaucoup de présidents, les enfants, c'est en France, c'est aux États-Unis, un peu partout. Vous avez étudié où? Moi, j'ai fait mes études en Guinée. Du primaire à l'université. J'ai fini l'université en Guinée. J'ai commencé à travailler en Guinée. C'est quand j'ai pris la route de l'exil que j'ai été faire une autre formation dehors. Je ne vois pas pourquoi j'aurais été ailleurs quand le niveau de l'enseignement en Guinée était ce qu'il était. Vous voyez bien la qualité des cadres que l'école guinéenne a formés. Alors. Okay. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette politique, vous êtes revenu, alhamdoulilah, Dieu merci, en tout cas pour vous, pour la famille, pour le peuple de Guinée. On a parmi nous le fils de l'ancien feu président Ahmed Sékou Touré, le tout premier président de la République. Aujourd'hui, vous pensez, vous voulez briguer, être à la tête de ce pays. C'est comme l'a fait le président Ahmed Sékou Touré. Sa politique, je vais dire. Bon. Il est évident que le Parti démocratique de Guinée est le même parti du point de vue de la vision qu'il a, du point de vue du projet de société qu'il a réfléchi pour les Guinéens. Je dis bien du projet de société, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre programme de gouvernement et projet de société. Vous voulez dire que le problème, il y avait à l'époque, aussi avec le président Ahmed Sékou Touré, il y avait un projet de société aussi. Ce n'est pas une nouveauté avec les actuels, les nouveaux politiques, ce n'est pas dire c'est eux qui sont venus avec ça, ça existait déjà. Mais bien sûr, on avait une vision, on avait défini où on voulait aller sur le plan de la gouvernance politique, sur le plan du développement économique du pays, social, culturel, dans tous les domaines. Et par rapport à cette vision, des politiques sectorielles avaient été mises en place, des plans ont été élaborés et une démarche conséquente s'est mise en place qui a donné des résultats. Quand on sortait de l'indépendance, nous avions combien de licenciés sur le plan de l'éducation supérieure? Il n'y avait pas une vingtaine. Quelques années après, il y avait 2 universités qui sont sorties. Gamal Abdel Nasser à Conakry, Julius Nyerere à Kanka. Quelques années après, il y avait des facultés éclatées dans tout le pays. Pratiquement dans toutes les régions du pays, ou je dirais même presque les préfectures, parce qu'à l'époque, nous les appelions les régions administratives, les préfectures de jeu, il y avait un centre universitaire, presque, qui formait des cadres. Mais ça découle d'une vision. Une vision qui a été mise en exécution, étape après étape, étape après étape. Et qui était cohérente, parce que cette démarche de l'école guinéenne correspondait à ce que nous voulions sur le plan économique, à ce que nous voulions sur le plan social. Quand on a dit
les étudiants doivent faire, par exemple, en majorité, les options agro-pastorales. Pourquoi? C'est parce qu'on est bien conscient que plus de 90% de la population guinéenne est paysanne et que de toutes les façons, c'est la paysannerie, c'est cette agriculture, on le dit aujourd'hui encore. C'est ça que je voulais dire. Je voulais parler de l'agriculture avec le président Alpha Condé. De toutes les façons, on le dira toujours parce que c'est ça la réalité. Mais il ne faut pas le dire. Il faut l'exécuter, il faut le faire. Il faut mettre en place des systèmes, il faut mettre en place des organisations qui nous conduisent à cette réalité. Et tous ces cadres sortaient de l'université, ingénieurs agronomes, pédologues, aménagistes, je ne sais pas, zootechniciens, machinistes, etc., etc. Mais vous croyez que où ils allaient fonctionner? On a créé des structures pour permettre leur intégration au niveau de leur terre directement. On a fait les FAPA. Oui. Et les FAPA, c'était quoi? C'était la ferme agro-pastorale d'arrondissement. La ferme agro-pastorale d'arrondissement regroupait dans son concept, regroupait ces étudiants sortis d'université, ingénieurs, qui ne sont plus des paysans, comme on les connaît, mais des paysans qualifiés, hautement qualifiés, qui se regroupaient entre eux, auxquels on accordait la terre, auxquels l'État accordait des crédits, auxquels l'État donnait des intrants, des machines. Il y avait plus de 5000 tracteurs dans le pays à l'époque. Donc, les moyens de production, on les regroupait, on leur disait, produisez ce que vous pensez, puisque vous avez été à l'école pour ça, quelle est la meilleure culture qui vaut pour votre terre, pour votre écosystème, pour votre environnement. Ils le produisent et à partir de leur production, ils rendent à l'État les prêts que l'État leur a consentis, et après ils deviennent des propriétaires. Voilà, M. Touré, si on vous laisse vraiment parler des avantages du premier pouvoir... Non, je ne parle pas des avantages, je parle de la cohérence du système. Du système. Ok, allons-y. Vous avez dit quelque part, là, la première question qu'on vous avait posée, comment est-ce que vous êtes rentré dans la politique? Vous avez dit que vous êtes né dans la politique. Certes, c'est vrai, beaucoup de Guinéens étaient nés dans la politique. À la différence, vous-même, vous êtes revenu dire, il y avait beaucoup qui étaient des paysans, donc à des degrés différents. Il y avait d'autres qui avaient des parents politiques et d'autres qui avaient des parents paysans. Aujourd'hui, réellement, comment se porte le parti? En chassant, il y a beaucoup qui disent, Sékou Touré allait avec le PDG RDA, Lansana Conté allait avec le PIP. Aujourd'hui, avec le camarade Mohamed Touré, comment se porte le PDG RDA? Bon, avant de venir à comment se porte le PDG RDA, vous dites certains, il y a une différence. Il n'y a pas de différence. Oui, il n'y a pas de différence. Je vous dis pourquoi. Demandez à beaucoup qui n'ont même pas fait les études avec moi ici, mais qui ont été en fonction de leurs résultats à l'école. Parce que ce n'était pas fantaisiste. On ne prenait pas parce qu'on était le cousin ou l'oncle ou le neveu de tel. C'était en fonction des notes qu'on recevait du baccalauréat. Quelles sont les moyennes quels sont les jeunes bacheliers qui ont le mérite d'avoir des bourses? On allait les chercher dans les champs de leurs parents, en train de produire dans les champs de leurs parents. Pendant les vacances, on allait les extirper de là-bas, les préparer pour les envoyer à toutes les universités du monde. Donc, différence, il faut faire attention quand on parle de différence. Il n'y avait pas de fils du paysan, il n'y avait pas le fils du président de la République. Le fils du président de la République que je suis, bon, j'ai évolué où? À Kindia, demandé à mes promotionnaires, à Mamou, à Kankan. Qu'est-ce que je ne faisais pas comme les autres? La production, tout. Et la production culturelle, le sport. Vous avez connu ça comme tous les autres élèves de votre génération à l'époque? Mais heureusement d'ailleurs pour moi. Heureusement. Pourquoi je ne le connaîtrais pas? Qu'est-ce qui fait que je sois différent des autres? Parce que vous êtes Parce que je suis né, la naissance fait la différence, je regrette. C'est ce qu'on constate. La conception du PDG, ce n'est pas la naissance qui fait la différence. C'est le degré d'utilité sociale. Wow. Ouais. Maintenant, pour revenir au PDG. Le PDG se porte très bien. Le PDG se porte très bien. Le PDG se porte de mieux en mieux.
Parce qu'avec le recul, il est évident que tout le monde se rend compte que le mode de gestion, le mode de gouvernance que le PDG a mis sur place est celui qui sied le mieux à notre société. Celui par lequel l'expression du peuple de Guinée est la mieux valorisée. Et au plus le nombre de Guinéens, de citoyens se rendent compte de cela, l'assimilent, sont conscients de ce fait, mieux le PDG se porte. Puisque le PDG, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un parti de masse. Le PDG ne peut se porter que quand les masses adhèrent et intègrent la formation politique qu'elle est. Donc le PDG aujourd'hui, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, de mieux en mieux, il se porte. Voilà, on se rappelle, à un moment donné, le PDG avait beaucoup de partis alliés. Est-ce que jusqu'à présent, ces alliances existent au sein du PDG? Beaucoup de partis alliés. Nous avons toujours des alliés. Nous sommes... Vous savez, le PDG est le père et la mère de toutes les formations politiques en Guinée. Donc, nous devons nous faire beaucoup attention et comprendre ça. Et savoir que c'est notre responsabilité que de rester relativement en bon terme avec tout le monde. Bien que les enfants qui sont nés du PDG aient pris des directions parfois diverses et parfois même divergentes de celles du PDG. Donc nous essayons d'entretenir des relations saines, des relations franches, des relations d'échange fructueux avec toutes les formations politiques désireuses de le faire. Et sincèrement désireuses de le faire. Il y en a qui pensent que faire la politique, c'est mentir. Ouais. Il y en a qui pensent que faire la politique, c'est tricher, c'est tromper. Nous ne sommes pas de ceux-là. Alors, donc, s'ils viennent, si on va vers eux, ou qu'ils viennent vers nous, et que les relations sont sur des bases sincères, franches, et que l'objectif de chacun est le mieux-être et le bien-être du peuple de Guinée, il n'y a pas de problème. On consolide nos relations et on progresse. Si on se rend compte que ce n'est pas le cas, on le dénonce et on fait autrement. Ouais. Et aujourd'hui, on parle des alliances, des partenariats, des alliances électorales. On a vu avec le RPG Arc-en-Ciel. Et vous avez dit aussi le PDG RDA, c'est un parti de masse. C'est quelque chose qui est. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, malgré votre engagement, malgré l'engagement de tous les cadres du PDG RDA, le PDG n'est pas aujourd'hui à la tête du pays? Bon, mais c'est normal, c'est l'histoire du pays qui se déroule. Le PDG a été à la tête du pays pendant un quart de siècle. Et au-delà, puisque depuis avant l'indépendance, le PDG est à la tête de ce pays politiquement. L'Assemblée territoriale comptait 60 députés sur lesquels 57 étaient du PDG. Ça, c'est avant l'indépendance. Les maires de toutes les communes, à l'époque de plein exercice dans le pays, étaient des maires PDG, déjà, sous l'époque coloniale. Le référendum a été convoqué sur cette base politique, ici en Guinée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, puisque c'est le PDG qui contrôlait effectivement la nation sur le plan politique, que le non a été massif et que ce non n'a pas pu être truqué en Guinée. Il l'a été ailleurs en Afrique. Au Niger, on sait, il y avait un parti, le Sawaba, qui a décidé qu'on vote non. Et massivement, les Nigériens ont voté non. Mais le résultat de leur vote n'a pas été exprimé officiellement de la même manière que ça a été en Guinée. En Guinée, ce n'était pas possible parce que l'État guinéen, l'État qui est né de la loi cadre
Gaston Defferre, était contrôlé systématiquement, quasi totalement, par le PDG. Quasi totalement par le PDG. Donc, vous comprendrez que le PDG a géré le pays depuis cette époque jusqu'en 84. En 84, il y a eu un coup d'État. Le PDG a évolué pendant toutes ces années de gouvernance dans une situation exceptionnelle. Il était accepté par les populations guinéennes. À l'intérieur, les masses guinéennes adhéraient systématiquement au PDG. C'est pour ça qu'il a résisté. On veut le montrer comme un ogre qui décapitait tout le monde, parce que, etc. On dirait que c'est ça qui a fait qu'il a résisté. Non. Quand l'opposition est à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, aucun système ne peut résister. Il faut bien qu'il y ait quelque part une adhésion, une aide. Et l'aide au PDG est venue de l'intérieur, beaucoup plus de l'intérieur. Mais est-ce que c'était des faits réels parlant des ennemis? Il y a eu de l'extérieur, on a encore ce qui s'est passé en 70, si ma mémoire est bonne, avec l'agression portugaise. On parlait qu'il y avait des ennemis à l'intérieur qui permettaient. Mais est-ce que c'était réel ou bien c'était une façon de faire croire qu'il y a des ennemis à l'intérieur aussi, des Guinéens qui pouvaient être contre les Guinéens jusqu'à ce degré? Écoutez. Le PDG a pris l'indépendance, le seul pays de l'Afrique francophone à prendre l'indépendance, a résisté jusqu'à ce que tous les autres pays, finalement, emboîté le pas. Emboîté le pas, en tout cas on leur a accordé leur indépendance, parce que l'exemple guinéen était là et il faisait tache d'huile. Le PDG c'est ici en Guinée et grâce au PDG que le PAIGC a été constitué, que la lutte contre le colonialisme portugais a été engagée. C'est ici que les partis politiques tels que le Frélimo, le MPLA, tous les partis de résistance contre le colonialisme portugais en Afrique australe se sont forgés en collaboration avec d'autres nations africaines, bien sûr, qui étaient à la tête du combat pour la libération de l'Afrique. À cause de cette position prépondérante dans la lutte d'indépendance africaine, la coalition de tous ceux qui ne voulaient pas que l'indépendance africaine soit, se met contre le PDG, se met contre la nation guinéenne, se met contre le peuple guinéen pour sa détermination à aider, à vouloir libérer toute l'Afrique. Parce qu'il a été clairement dit que de toutes les façons, la Guinée ne se sentirait indépendante que lorsque toutes les portions de l'Afrique seront indépendantes. C'était clair. Ouais. Et notre hymne, l'hymne national de Guinée. À cause de ça, à cause de cette position déterminée et déterminante en Afrique, une coalition se monte et on vient avec des fils du pays agresser et mettre bas ce régime. Et vous dites que si c'est une réalité ou si c'est une... On débarque, on tue 500 personnes. Ici à Conakry, les agressions sont simultanées aux frontières, à Koundara, à Gawal. À Forekaria, il y a des petites escarmouches qui se passent simultanément. Le peuple de Guinée, puisque le peuple de Guinée avait foi en son régime, le peuple de Guinée épousait son régime, résiste. Bien que l'armée ait été, pas l'armée en tant que telle, mais en tout cas, les généraux et les officiers de l'armée, dans la plus grande partie, étaient impliqués. C'est une réalité. Le peuple de Guinée a évolué dans ça. Ça, ce n'est pas nous qui le disons aujourd'hui. Hein. Les documents du PDG sont clairs là-dessus. Mais c'est ceux qui ont commandité ça aujourd'hui.
tous ces complots-là contre le régime du PDG, qui sont à l'extérieur, qui ont écrit. Parce que vous savez, il y a quelque chose, il y a une qualité chez les Européens ou chez les... oui, et puis un peu dans la tradition judéo-chrétienne, ils écrivent. Et puis ils disent, ils n'ont pas honte de ce qu'ils ont fait. Ils ont foi en ce qu'ils ont fait, ils écrivent. Et c'est écrit noir sur blanc par des commanditaires de l'extérieur. Voilà ce qu'on a fait, contre la République de Guinée. Voilà ce qu'on a fait. Donc ça, si on continue à mettre toutes ces questions-là en doute, mais c'est pour ça qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Parce que on n'arrive même pas, ou on refuse de s'admettre comme on est, qui nous sommes. Il faut d'abord déterminer clairement qui nous sommes pour savoir où on va. Et nous sommes. Et on ne peut pas être sans avoir été. Quand on refuse d'avoir été, on ne peut pas être. Alors aujourd'hui, M. Touré, il y a un ancien allié du PDG RDA, à l'occurrence doyen Ismaël Condé, qui est aujourd'hui secrétaire général du Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée. Et c'est dit réellement, à un moment donné, depuis 1984, il y a eu un changement au niveau de l'idéologie du PDG RDA. C'est ce qui a fallu d'ailleurs qu'il quitte le PDG. On va écouter les sons avant de revenir. Je pense que la technicienne va nous faire écouter les sons là après on revient juste. Déviationniste. Ce n'était pas la poursuite de la révolution. Ils ont trouvé dès le départ qu'il fallait s'accommoder de la réalité produite par le coup d'État militaire du 3 avril. Et moi, peut-être que j'ai tort, et moi qui était professeur de philo-idéologie, qui me suis montré sous certaines couleurs, d'un côté et de l'autre. Moi qui me disais que le néocolonialisme résultait issu du coup d'État militaire du 3 avril 1984 ne pouvait que conduire le peuple militaire qui me suis abstenu. Je retiré, voilà. Et il a appelé mon parti de la Révolution populaire africaine de Guinée. Pourquoi? En 1984, quand le coup d'État se produisait, la Guinée s'appelait République populaire révolutionnaire de la Guinée. Bon, donc c'était comme ça. Et pour moi, la révolution est continue. Et plus que jamais, le peuple de Guinée a besoin de révolution. Comment unir ce que la révolution peut faire aujourd'hui? C'est toujours le même appel à l'unité, à l'entente. S'affranchir des critères arbitraires. D'accord. Est-ce que c'est le même PDG? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vous avez essayé de vous adapter à la situation actuelle? Ismaël Condé, le nom vous dit quelque chose? Oui, c'est un doyen que nous respectons énormément, qui a effectivement, comme lui-même a dit, il a été professeur de philo-idéo, donc qui est très versé dans la doctrine du PDG. Le problème, c'est que être doctrinaire, c'est une réalité. Être, si vous voulez, idéologue, penseur, c'est une réalité. Et être politique, c'est une autre réalité. Il est très rare de voir qu'un individu, un seul homme, associe et jumelle les fonctions d'idéologue et de politique. Le doyen Ismaël a raison quand on regarde dans le long terme et qu'on pense que de toutes les façons le PDG prend le pouvoir et à partir de ce moment le PDG revienne à ce qu'il a défendu en tant qu'idéologie. Mais dans des formes politiques qui seront certainement différentes. Le PDG lui-même, quand il était au pouvoir, a évolué politiquement. Nous avons connu plusieurs étapes. Il y a eu, par exemple, ce qu'on a appelé la démocratie nationale, immédiatement après l'indépendance, parce que la résistance à l'extérieur devait être plus forte que ici, entre nous, on devait s'organiser à l'intérieur du pays. Ce qui fait que les contradictions à l'intérieur du pays ont été minimalisées par le PDG. On a créé cette nation. À un moment donné, cette nation qui était formée, s'est développée, les différentes composantes. Et il y a eu une composante qui s'est affirmée comme étant voulant dominer
le reste de la population, étant donné que par leur position dans l'administration ou par leur position dans l'économie, le commerce, etc., ils voulaient, n'est-ce pas, monopoliser, comme ça se fait aujourd'hui d'ailleurs, monopoliser le pouvoir contre la majorité du peuple. Alors que la position du PDG, ça n'a jamais été ça. La position du PDG, c'est une position de partage équitable et du pouvoir et de tout ce qui vient avec comme attribut et de tout ce qui vient avec comme avantage. Mais seulement le PDG n'a pas partagé le pouvoir de 58 ans jusqu'en 84. Mais le PDG a partagé le pouvoir. Le PDG a partagé le pouvoir avec tout le peuple de Guinée. Le problème qu'il y a, c'est que la conception que vous avez de la démocratie, ou qu'on veut nous faire accepter nécessairement de la démocratie, est-ce que c'est la seule conception de démocratie qu'on ait? C'est pour ça que ça ne marche nulle part en Afrique. On est bloqué. Le PDG a connu et a donné un mode de gouvernance qui était profondément démocratique. D'ailleurs, c'est pour ça que les populations guinéennes ont soutenu le PDG contre tout de l'extérieur. C'est ce que je disais tantôt. Donc, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre démocratie et peut-être le fait qu'il y ait un parti. Le monopartisme ou le parti unique, il n'était pas singulier à la Guinée. Il était singulier à d'autres pays africains qui pourtant prônaient une idéologie tout à fait à l'antipode de celle du PDG. Voilà, M. Touré, on a compris réellement que vous soutenez quelque part l'idée du doyen Ismaël Condé qui dit aujourd'hui que le PDG a dévié un peu depuis 84. Aujourd'hui, on est non. Je ne soutiendrai jamais de dire que le PDG a dévié. Le PDG n'a pas dévié. Le PDG est une formation politique. Et conséquemment, le PDG s'est adapté à la réalité politique pour assumer sa survie et son développement. Ceci, je regrette, ce n'est pas une déviation en soi. On ne dévie pas. Je dis simplement que le doyen a raison, on se rencontre devant ce qu'il dit. Mais je dis aussi que quand on est idéologue pur et dur, parfois on n'est pas politique. On n'associe pas les deux nécessairement. Il y a parfois la chance qu'on associe les deux. Et c'est rare. Le président Ahmed Sékou Touré associait l'idéologue et le politique. À merveille. À merveille. Le président Julius Nyerere de Tanzanie a merveilleusement associé l'idéologue et le politique. Il y a des cas comme ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et je constate que le doyen est un parfait idéologue, mais bon, le bas blesse un peu en politique. Voilà, aujourd'hui, M. Touré, quand on vous demande de faire la différence entre les régimes qui sont passés, les deux régimes, c'est Lansana Conté et Alpha Condé actuellement, dont vous êtes déjà alliés, je pense, et le régime de Sékou, quel est le bilan que vous tirez entre ces trois régimes? D'abord, moi, je ne mets même pas en termes de trois régimes, franchement, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux époques, deux étapes, deux époques que je tranche nettement. C'est l'époque du PDG, comme vous le dites, la gouvernance du PDG, et la gouvernance après le PDG. Parce qu'aujourd'hui, je suis l'allié. Le PDG est l'allié du RPG. Le PDG est l'allié du RPG Arc-en-Ciel, en tant que parti. Mais nous avons toujours défini notre alliance comme une alliance critique. Ce que nous constatons en fait et en clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a un système qui est mis en place, et que ce système est mis en place depuis 1984. Ce système est mis en place, d'abord, il a permis à une période de démolir l'État indépendant et souverain que le PDG avait laissé en héritage au peuple de Guinée. Et pour preuve, quand le président Alpha Condé prenait le pouvoir, il a déclaré lui-même qu'il hérite d'un pays, il n'y a pas d'État. Ça, c'est lui qui l'a dit. Sa responsabilité, c'est ça qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. L'État, en tout cas, comme il avait été conçu pour être l'instrument de défense des intérêts du peuple de Guinée,
l'instrument de défense de la souveraineté, de l'intégrité, de la totale indépendance de la nation guinéenne, cet État-là avait été gravement compromis. Il est question aujourd'hui de refonder cet État-là. Mais dans la refondation de cet État-là, franchement, nous constatons que les étapes qui sont prises jusqu'à présent nous confortent plus dans une tendance de dépendance vis-à-vis de l'extérieur que d'indépendance. Donc c'est un système qui se tient de ce point de vue. Maintenant, à l'intérieur de ce système-là, il y a forcément opposition, mais opposition entre groupes qui veulent se positionner au sein du système. C'est ce qui fait la différence entre eux et le PDG. Parce que le PDG ne veut pas se positionner dans le système, le PDG combat ce système-là. Un système qui assure à 0,5% de la population guinéenne toutes les richesses, c'est-à-dire l'accaparement de toutes les richesses de la nation, un système qui fait que ce 0,5% de la population crée même de nouveaux mécanismes de redistribution des revenus. Ce système ne peut pas être un système qui veut que l'ensemble des richesses du pays soit équitablement, je ne dis pas également, je dis équitablement réparti pour que tous les citoyens guinéens en bénéficient. Un système est-ce que vous voulez qui dit que l'enfant guinéen, bien qu'on puisse assurer, l'État puisse assurer l'éducation gratuite à tous les citoyens, à tous les enfants guinéens, un système qui dit que non, il faut nécessairement qu'ils aillent, qu'ils payent, etc., que les enfants, que les parents cessent d'amener leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer cette école-là, ce système-là, je n'en veux pas. Vous voulez dire que le libéralisme, vous n'êtes pas pour le libéralisme, mais plutôt pour le socialisme ou le communisme? Il est évident, et le PDG s'est toujours proclamé socialiste. Mais, il faut faire très attention. Parce que, je le dis encore, aujourd'hui, on a tendance à nous dire et à nous imposer deux courants idéologiques, mais qui ne sont en fait que par affiliation avec des groupes qui sont à l'extérieur. Socialisme, libéralisme. Exactement, c'est les deux grands courants. Les libéraux et les socialistes. Bon, mais ceux qui adhèrent n'adhèrent même pas par rapport à leurs convictions idéologiques. Ils adhèrent parce que politiquement, ça peut leur permettre d'accéder à une position. Je vous ai dit que ce système-là, ils sont là-dedans, ils se battent pour le positionnement au sein du système. D'accord. Et vous, quelque part, vous soutenez cela parce que vous êtes partenaire avec des partis politiques qui sont aussi affiliés ou liés. Nous disons que nous sommes des alliés. Mais nous ne pouvons pas ne pas être des alliés. Mais si on est alliés, c'est parce qu'on partage les mêmes idées. Non, pas nécessairement. J'ai dit nous sommes des alliés critiques. C'est pour ça que je critique. Je critique publiquement. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'opposer à tout le monde. Je veux bien. On a moins de temps par rapport à ça. C'est qu'on peut dire maintenant par rapport à l'organisation de ces. Nous avons su, compris, même on vous appelez, vous êtes intervenu sur nos ondes ici par rapport à la situation de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez très bien à l'aise? Vous pensez que les prochaines élections se passeront dans de meilleures conditions, même si à la CENI il y avait un problème de personnes, non d'institutions? Non. Pourquoi? Parce que le problème est systémique. Sur le système. Oui, le problème, c'est pas une question de personne. Donc ce n'est pas la solution actuellement, là, c'est qu'on a je ne dis pas que ce n'est pas la solution. De toute façon, ça temporise un peu. Non. Et ce qui est vrai, c'est que de toutes les façons, les grandes formations politiques grandes. Vous mettez entre griffes? Je mets entre griffes, puisqu'elles sont grandes que parce qu'elles ont le support de communautés ethniques. Donc pour moi, ça, ce n'est pas des grandeurs positives. Pour moi, ça, c'est une grandeur négative par rapport à la nation. Elle compromet le devenir de la nation. Donc c'est négatif. Donc pour moi, là, ce n'est pas une bonne grandeur. Donc en Guinée, pour toutes les bases, toutes les soi-disant... Je dis donc, ces formations politiques se sont arrangées à faire transformer
le code électoral pour empêcher le citoyen à la base de prendre en compte son État et de participer à la gestion de son État à son niveau, pour ensuite faire désigner par elle. Alors, quand ça se passe comme ça, alors que c'est en 57 déjà, sous la gouverne du PDG, que les chefferies traditionnelles, qui avaient été dépouillées de leur aspect traditionnel d'ailleurs, parce que les chefs qu'il y avait, pour la plupart, c'était ou des interprètes, ou des anciens gardes-cercle, ou des anciens, etc., qui représentaient l'administration coloniale, qui était le buffer, le trait d'union entre l'administration coloniale et les populations. Très abusif. Donc ces chefs de canton avaient été supprimés pour donner la place à des élus locaux. Ça, c'est en 57 déjà, avant même l'indépendance. Si en 2017, le recul fait qu'on redevienne avant 57, c'était décembre 57. Alors je dis, mais où on va? Et c'est les démocrates. On dit que c'est eux qui connaissent le système démocratique. C'est eux, nous autres là, le PDG, c'est la dictature. Voilà. Donc, c'est un anachronisme qui est total. Voilà, monsieur Mohamed, j'ai une question concernant vraiment votre famille. On parle d'une villa qui existe, que moi-même j'ai visité à Farana, qui se trouve juste à la rentrée, votre ville natale, aujourd'hui, qui a été construite, je pense, par votre père, Feu Mohamed Sékou Touré, qui se trouve Ahmed Sékou Touré, qui se retrouve. C'est le même nom, Ahmed Mohamed, c'est la même chose, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation de délabrement très poussée. Et toutes les personnes, dès qu'on dépasse le pont de la rentrée de Farana, avant d'arriver au Grand Carrefour, il y a la maison familiale de la famille Touré. On a demandé là, les gens disent réellement que la maison là se trouve aujourd'hui dans les mains du fils du feu Mohamed Touré, Sékou Touré, qui est géré par vous-même. Aujourd'hui, la maison se trouve dans une situation très grave. Pourquoi? Le saviez-vous en attendant? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Ou bien, vous voulez laisser que cette maison aussi finisse? Et pensons, Sékou Touré n'a pas eu beaucoup vraiment de réalisation dans ce pays-là. La maison qu'il a laissée chez lui, si cette maison n'est pas entretenue aujourd'hui, comment vous trouvez ça en tant que fils de ce monsieur? Bon, d'abord, premièrement, c'est la fonction qui crée l'organe. On n'est pas une famille riche. Une famille qui a été au pouvoir, mais un pouvoir qui a été interprété comme responsabilité, comme dévouement, service pour les autres. Ce n'est pas une famille riche, c'est une maison d'une certaine ampleur. S'il y avait une activité économique qui pouvait rentabiliser la maison, dans ces conditions, vous auriez vu que ça aurait été différent. Nous le cherchons. Si nous trouvons des partenaires qui veulent faire de cette maison on peut penser à une école, à une clinique, à n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Aucun, bien sûr, parce que ça valorise un investissement. Mais dire qu'on va restaurer la maison simplement pour que moi j'aille dormir là-dedans. D'abord, premièrement, je n'en ai pas les moyens. Et moi, je n'ai pas honte de dire que je n'en ai pas les moyens, parce que je ne vole pas. D'accord. Deuxièmement, voilà. Dernier point pour finir avec ça. C'est très simple. Hein? Et quand on dit que c'est à la disposition de Mohamed, c'est un peu trop dire. Mohamed, il est un des éléments de la famille. C'est la maison familiale. Voilà. C'est pour tout le monde. D'accord. Mais maintenant, par rapport à la maison, est-ce qu'on peut savoir du côté... D'accord. Est-ce qu'on peut connaître par rapport aux maisons Bellevue, est-ce que c'est une maison qui appartenait au président ou qui appartient maintenant au feu Ahmed Sékou Touré? Parce qu'on en parle toujours. Bon, par exemple, si l'État guinéen cessait d'être aussi abusif qu'il ne l'est vis-à-vis de notre famille et rendait Bellevue à la famille, parce que c'est effectivement une propriété du président Ahmed Sékou Touré. Les cases Bellevue. Effectivement une propriété personnelle, privée du président Ahmed Sékou Touré. Il l'a déclaré lui-même. Depuis 1984, l'État guinéen
utilisent ces installations et n'ont pas payé un seul cent à la famille. Si aujourd'hui, par esprit d'équité et par valeur de justice, cet État rendait, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas demandé, on l'a réclamé, mais si cet État rendait donc la propriété avec certainement tout ce qu'elle a utilisé, parce que l'utilisation d'un bien, ça se fait contre quelque chose. Forcément. Peut-être que, dans ces conditions, et Bellevue, et Farana, et un peu même plus. Donc cela veut dire que si la famille Touré recevait quelque chose des résidences de Bellevue, pouvait arranger la maison de Farana. Si la famille Touré recevait les résidences Bellevue en retour comme propriété, comme ça l'est pour elle, et si il y avait un juste retour de tout ce que l'État guinéen a utilisé depuis 1984 jusqu'à maintenant, Bellevue, vis-à-vis de la famille Touré, je vous assure que ces problèmes-là ne seraient pas posés à Mohamed Touré. En quelques secondes, est-ce que c'est le seul bien que le président Ahmed Sékou Touré a laissé qui est utilisé par l'État guinéen aujourd'hui, les cases Bellevue? Bien sûr, le président guinéen n'avait pas... il n'a pas eu de compte à l'étranger. Pas trop de propriété. D'accord. Merci beaucoup, ça fait plaisir de... C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission au fil de l'actualité, une émission de service et programme de la radio Atlantique FM, une émission préparée et animée par Ousmane Kondé Bamomed. Nous espérons vous retrouver demain, Inch'Allah, quand il sera 10h05 au compte de cette émission et dans ce studio quand il sera 10h05. Merci et bye bye.